Cyril Gane est enfin de retour dans la cage à l'occasion de l'UFC 310. Il fera face à Alexander Volkov qui voudra venger sa défaite contre le Français qui remonte à 2021. Depuis cet affrontement, les deux poids lourds sont restés dans le top de la division et l'enjeu est clair. Une victoire pour se garantir un title shot derrière. On attaque l'analyse avec Brian Boulan juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Ce qui m'intrigue, le cardio de Volkov, je vais dire. Ok. Ce qui m'intéresse, est-ce que Cyril Gane sera capable de faire mieux que la première prestation? Mais moi, pour être honnête avec vous, je suis pas non plus extrêmement hypé par ce combat-là, hein. Clairement. Ok. Il y a d'autres combats dans la liste qui m'auraient plus intéressé. Je l'entends. Moi, j'avais déjà dit que j'étais intéressé par une revanche entre Volkov et Cyril Gane. Je vais être un peu cru, mais je trouve que Volkov a vraiment fait de la merde lors du premier combat. Et vous me connaissez, je dis pas ça pour discréditer la prestation de Cyril Gane, qui a été juste très très fort ce soir-là. Mais je pense sincèrement que Volkov a peut-être des armes pour plus inquiéter en tout cas Cyril dans cette revanche, qu'il n'a été capable de le faire le premier. Donc pour moi, c'est un combat que Cyril ne peut pas prendre à la légère. C'est un combat que les fans ne peuvent pas considérer comme joué d'avance. Et pas pour autant que je mets Volkov favori, loin de là. Mais je pense sincèrement qu'il y a des ajustements du côté de Volkov qui peuvent être faits et qui donneront un aspect plus compétitif à ce deuxième combat entre deux. On va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Alexander Volkov est numéro 3 au classement UFC et au classement Fight Minds. Très expérimenté, il affiche un palmarès de 38 victoires pour 10 défaites. L'ancien champion M1 est à 12-4 à l'UFC. Dans sa carrière, on note 24 victoires par KO, 4 par soumission, pour un taux de finalisation de 74%. Cyril Gane est une place devant au ranking UFC et Fight Minds. Il n'a même pas le tiers de combats de son concurrent, avec 12 victoires pour 2 défaites, dont 9 des victoires sont sous la bannière de l'UFC, ainsi que ses 2 revers. Avec 6 victoires par KO et 3 par soumission, Bon Gamin affiche un taux de finalisation de 75%. Cyril Gane sera 8 cm plus petit que le Russe qui mesure 2 mètres et 1 cm, mais il aura un avantage de 3 cm sur la longe. Statistiquement, on est sur un combat entre 2 strikers qui cherchent peu à lutter. Debout, le volume est similaire avec 5,49 frappes qui touchent à la minute pour Cyril Gane contre 5,13 pour Volkov, avec une précision de 60 et 57%, des stats très élevées pour les poids lourds. La responsabilité défensive est également élevée avec un impressionnant 63% pour Cyril contre 55% pour Volkov. Alexander Volkov a bien rebondi de sa défaite contre Cyril face à Tibura avant de se faire stopper par le champion intérimaire actuel Thomas Spinal. Depuis, il nous montre un nouveau visage, un style revisité qui lui offre 4 victoires consécutives face à Jairzinho Rozenstruik, Alexander Romanov, Tai Tuivasa, tous les 3 par finish, puis Sergei Pavlovich à la décision unanime dans sa dernière sortie en juin de cette année. C'est sur sa victoire contre Volkov que Gane obtient sa chance au titre intérim contre Derrick Lewis, qu'il bat par TKO dans la 3e reprise. Il se heurte ensuite à Francis Ngannou dans l'unification des titres, rebondit contre Tuivasa face à son public en main event de l'UFC Paris 1. Cela lui ouvre les portes à une 2e chance au titre contre John Jones qui le soumet. Il rebondit contre Sergei Spivak à l'UFC Paris 2 et ce dernier combat remonte donc à il y a 15 mois. Brian, notre communauté a voté et je pense que sur les votes de la communauté, ça va un peu rejoindre ce que toi tu dis, peu de hype. On a recensé 1500 votes, ce qui est peu pour un combat avec Cyril Gane. 91% qui voient une victoire du Français, qui se dirigerait donc vers un 2-0 contre Alexander Volkov, et 91% qui seront derrière lui pour ce combat. Étant donné que c'est une revanche, je te propose qu'on procède de la manière. Donc on va établir comme d'habitude les profils des 2 combattants. Puis on va un peu parler de leur premier combat, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé pour l'un et pour l'autre, et ce qui peut être mis en place de part et d'autre dans la revanche. Donc ça fera partie de notre classique game plan pour trouver son chemin vers la victoire.
On va commencer par établir le profil de Alexander Volkov. Comment est-ce que tu le décris en tant que combattant? Bah, je pense qu'on peut le décrire hein, comme un striker, pur striker MMA. Mhm. Il a cette particularité d'être très grand et d'avoir une très bonne allonge Ouais. et de plutôt bien utiliser donc ses armes, son allonge avec ses jabs. Il a des très très bons jabs. Et pour autant, souvent c'est une des faiblesses chez les adversaires très grands et très longilignes, c'est la défense. Et je trouve il a une très bonne défense. Mhm. Il prend très peu de coups. Voilà, comme je décrirais, je trouve que c'est un gars qui est précis et quoi d'autre. Il a des approches un peu différentes à chaque combat. Ouais. Donc, il est capable de combattre dans les deux gardes. Il va privilégier, par exemple, sur son dernier combat, il a privilégié de rester en droitier pour bosser en garde ouverte contre Sergei Pavlovich, tu vois. Et donc moi personnellement, je m'étais dit que c'était une bonne approche parce que tu as une meilleure visibilité sur son point arrière, surtout contre un gros frappeur. Mais par exemple face à Tuivasa, il est resté en garde fermée. Donc Ouais. il y a des choses qui ouais, j'aimerais bien savoir un petit peu comment il réfléchit l'approche de ses combats. Ouais, ouais, parce que effectivement, et même si tu compares les deux que tu viens de citer, contre Pavlovich, j'ai l'impression qu'il choisissait d'être un peu sur l'extérieur, Ouais, alors que contre Tuivasa, il était plus volontaire à prendre le centre. exactement. Et c'est vrai que par exemple sur les deux approches, moi je m'attendais à vraiment avoir un combat une approche assez similaire, tu vois, avec deux gros frappeurs. Et au final, non, contre Tuivasa, il a pas trop respecté sa puissance entre guillemets. Ouais, Et contre Pavlovich, par contre, on le sentait, voilà, très concentré ouais, à respecter la puissance et à boxer un petit peu en arrière, tu vois. et maintenant que tu le dis, ça me tilte, mais dans sa série de 4 victoires, il y a aussi Rozenstruik dans le tas, qui est Ouais. aussi un gros puncher, plus en Mhm. mode contre, et là non Ouais. plus, j'ai l'impression qu'il n'a pas respecté du tout, quoi. Il n'a pas eu peur du tout d'aller à l'échange contre Rozenstruik. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Voilà, pour le décrire, on sait que, alors moi, sur ses points faibles, effectivement, je m'interroge sur son cardio. Je pense que contre Cyril, son cardio a lâché très rapidement. Mhm. Et malgré qu'il ait fait les 5 rounds, j'ai trouvé il paraissait déjà fatigué à la fin du premier. Et puis, bah, bien évidemment, on peut questionner son sol, quoi, sur ses points faibles. Clairement. Mm, mm. Moi, j'ai noté quelque chose aussi d'intéressant en regardant les stats de ces combats. Ouais, Sa manière de gagner statistiquement, c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Quand tu regardes les statistiques, contre Pavlovich, il touche 83 fois, il se fait toucher 46 fois. Contre Tuivasa, 93-28. Contre Mm. Romanov, 12-0. Contre Rozenstruik, 21-6. Et même si on remonte plus loin, contre un excellent autre kickboxer, pour prendre un exemple, voilà, kickboxer contre kickboxer, ce que je considère Volkov comme un kickboxer adapté au MMA. Quand il a Ouais. pris Overeem 54-10 contre Overeem, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. 131-45 contre Stéphane Struve. Je voulais prendre cette stat parce que c'est contre quelqu'un de plus grand que lui. Mm. Donc tu parlais de sa taille et de son allonge. Ces stats-là font un peu partie du truc genre je gère en faisant en sorte que tu rentres pas dans mon range. Mais même face à quelqu'un qui est capable de le toucher à une distance plus lointaine, il arrive à obtenir des stats pareils. Par contre, contre Cyril, ça n'a pas du tout été le cas. Contre Cyril, il est tombé face à quelqu'un qui était simplement capable de le toucher plus et même de gagner au volume. Ouais, mais si tu regardes les 3-4 premières minutes du premier round, moi je trouve qu'il touchait plus, il était beaucoup plus agressif. Et j'ai eu l'impression, j'étais étonné après quand j'ai regardé les stats, mais je pense, si tu regardes le nombre de coups qu'il a mis, il a doublé ses coups, Cyril Gane, hein, sur les stats sur ce combat-là. Entre Par le rapport à premier et d'habitude. les autres rounds. Ouais. Je pense que c'était un truc enfin voilà, que au final, le premier, il a dû se mettre un petit peu dans le rythme, tu vois. Mhm. Et après, lui-même a légèrement diminué. Je sais pas si on peut dire Ouais, ça en comme fait, ça. Cyril, il a fait, donc, qui touche, hein, pas qui sont envoyés, mais 16, 24, 42, 29, 24. Donc, il y a vraiment une pyramide, en fait. Il est monté Ouais, c'est ça, hein. jusque dans le troisième, et puis on a senti que ça descendait. Alors que Volkov, il est resté plutôt stable,
25, 22, 23, 21, 24. Ouais, vraiment très stable même Ouais. sur l'entièreté du combat. Mais ça montre quand même qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Ouais, 16, 24, 42, 29, 24, ouais. Ça monte sacrément. Mais si tu vois sur le nombre de frappes, on est Cyril a pu pour le premier round 32 frappes, puis 39, puis après 67, 53, 64. Même si ça touchait moins, notamment au round 4, il a quand même doublé son nombre de tentatives de frappe à partir du round 3, tu vois. Ouais. C'est pas rien, hein. Non. Donc il y avait quand même beaucoup plus d'espace ou peut-être moins de danger. Parce que ça reste des statistiques, hein, entre tu prends 25 frappes qui touchent clean et puis t'en prends 23 ou 3e qui touchent un peu en contre ou sur des low kicks, tu vois, les stats ne reflètent pas le combat non plus. Non, du tout. Et c'est vrai que quand tu regardes les stats comme ça, tu regardes juste le total, tu dis 135 frappes pour Cyril à 115 pour Alex. Quand je regarde le combat, j'ai pas l'impression que c'est si serré. Et Non, je moi pense non que plus. Volkov, d'ailleurs, j'ai regardé maintenant, mais je crois qu'il prend beaucoup avec. Oui, voilà, 56 low kicks qui touchent. Donc, près de la moitié de ses frappes sont des low kicks. À qui? À Volkov? À Volkov, ouais. Et Chez voilà, Cyril, on est après plus t'as quelqu'un en dessous avec du tiers, quoi. Ouais. qui fait son décompte, mais si le low kick c'est juste envoyer pour envoyer et que ça n'a pas réellement d'impact, on va dire, Mhm. visuellement, ça parle pas trop, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm, Je suis mm, mm. d'accord. Cyril Gane, première chose qui nous vient en tête quand on parle de lui, vitesse, mobilité, précision, gestion du risque, parmi les meilleurs jabbers en garde ouverte de l'UFC. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme force pour le français? Eh bien, écoute, moi je pense qu'on peut dire qu'il est patient. Tu vois, sur Ouais. un combat comme ça, je le trouve. Enfin, ça paraît. Je sais pas si ça peut paraître comme une qualité, mais pour un combattant, la patience, la capacité à se dire que le combat dure plus d'un round, tu vois, Mhm. c'est surtout avec Surtout en lourd. entre guillemets si peu d'expérience en MMA. Ouais, aussi. Pour moi, c'est une vraie compétence. C'est une vraie compétence d'être capable de se dire, ok, premier round, tu veux t'exprimer un peu plus, notamment contre Volkov, tu veux essayer de t'imposer, c'est pas un problème. Je gère, comme tu l'as dit, je gère le risque, et puis je m'exprimerai un petit peu plus après, quoi. Ouais, et ce, malgré un coaching très agressif de Fernand Lopez. Dans ce combat-là, il voulait, il voulait que Cyril soit ultra agressif. Ouais, et on l'a eu sur le dernier combat, hein. Ouais. Contre Spivak, je pense que les consignes du coin étaient de chercher un KO premier round, histoire de couper un petit peu l'herbe sous le pied à n'importe quel prétendant qui voulait la ceinture, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, dans le contexte, je comprends, hein, le contexte du combat Volkov contre Cyril, il n'y avait pas de certitude par rapport au prochain title shot, et avec la victoire, bah, il a obtenu son title shot contre Derrick Lewis. Bah, je crois que ça a été une stratégie qui est restée quelques années au MMA Factory, de pouvoir gravir plus rapidement les échelons avec des performances qui permettaient des performances de KO. Ouais. Je pense qu'ils sont un peu revenus en arrière sur ce type de méthode en se disant bah, une victoire, le temps fait que même une victoire un peu moyenne, tout le monde oublie, tu vois. Bah, en fait, 4 victoires moyennes de suite versus 3 KO puis une défaite. Sur une vision à long terme, c'est plus la régularité des victoires qui va t'amener à tes objectifs. Ouais. Et donc c'est intéressant parce que malgré cette pression entre guillemets de finir un combat rapide, lui va être patient et contre Spivak, on l'a vu, hein, moi personnellement, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir un combattant qui gère son premier round, qui prend un petit peu son rythme, qui obtient un KO à partir du deuxième, et il n'y a pas de discussion possible, plutôt qu'un combattant qui prend un peu plus de risques, qui se fait un peu plus toucher et qui l'obtient dans le premier round, tu vois. Ouais, écoute, moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé sur Fight Minds, mais selon moi, la plus belle victoire que tu puisses avoir, c'est dominer les premiers rounds et finaliser dans le dernier round. Là, ça montre une supériorité à tous les niveaux, plus ta capacité à saisir une opportunité ou à créer une opportunité. Et moi, je t'avoue que même quand on parlait de patience, dominer même les premiers rounds, même si tu ne domines pas tes premiers rounds, tu pourrais perdre ton premier, ton deuxième et obtenir ton finish dans le troisième parce que tu as montré de la patience
Mhm. que ton adversaire est un peu épuisé et tu le termines, tu vois. Pour moi, Oui. ça montre une maturité supérieure. Et ça, c'est des choses qui peuvent, en tout cas, à mon sens, hein, je trouve tout aussi, euh, comment dire ça, Valorisant. ouais, valorisante que dominer 2 rounds et finir au troisième, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, toute victoire est bonne à prendre, hein, on va pas Ouais. se le cacher. Mais il y a des façons de gagner qui ont peut-être un peu plus de valeur à nos yeux. Ça reste, ici, ça reste une opinion. Mm, Et mm, faut voir si c'est pareil du côté de l'UFC. Je pense que l'UFC se concentre à 95% sur le résultat, quoi. T'as gagné par KO, ok, on regarde pas ce qui s'est passé avant. C'est vraiment un highlight que tu nous offres qu'on va pouvoir utiliser à des fins marketing, quoi. Je pense, ouais. Je pense que de toute façon, c'est vraiment en fonction aussi du contexte, tu vois, avec Ouais. l'UFC. Tu gagnes par KO, il y a un titre à prendre dans les 3 mois, tu passes devant tout le monde. Tu gagnes par KO, il y a déjà du monde sur la liste, bah tu attends ton tour et ça change pas grand-chose, tu vois. Ouais. C'est vraiment très contextuel. Moi, je me suis amusé avec les stats hier, hein. Pour Cyril, je suis allé regarder les cibles Ouais, sur ses attaques. 28% de ses frappes vont aux jambes, sur l'entièreté de sa carrière UFC, hein, donc c'est pas que oui. sur le combat Volkov. 28% de frappes vont aux jambes, 28% de frappes vont au corps et 44% vont à la tête. Et ouais, j'ai envie de dire comme la plupart des strikers élites de type kickboxing ou Muay Thai, pas de type boxe anglaise, à l'UFC, les attaques à la tête représentent aux alentours de 50%. Donc voilà, c'est une stat qui selon moi est assez bonne à relever, surtout pour les combattants qui nous écoutent. Voilà, les strikers d'élite qui utilisent leurs jambes, leurs genoux, euh, ils ont cette stat. Il y a grosso modo la moitié des frappes qui vont à la tête et le reste est réparti sur les 2 étages du bas. Alors qu'on va chez les strikers moyens, ben, on aura plutôt 75-80% qui vont à la tête. Écoute, c'est une bonne stat, hein. Sur Spivak, si vous regardez, je pense qu'en plus, il l'utilise en fonction de la garde de l'adversaire. Donc, par Ouais, exemple, face à un Volkov qui va avoir une garde un peu plus longue, il va plutôt utiliser ses kicks au corps, aux jambes. Par contre, on a eu un Spivak qui avait une high guard très haute, il se permettait de pouvoir aller vraiment sur les frappes au corps avec les poings, tu vois, ouais, ou les genoux. Donc des frappes, enfin des armes de mi-distance. ouais. Et plutôt que de viser la tête et de s'exposer à un contre sur une longue garde, ou de viser la tête et avoir une garde imperméable, tu vois. Et donc ça, c'est une très bonne adaptation. Moi, j'ai remarqué ça sur le combat, et comme tu le dis, ça montre... alors bon, c'est un peu les seules zones disponibles en soi, mais Ouais, il mais faut le y nombre de penser, quoi. combattants qui font pas ça. Exactement, voilà. Mhm. Il faut le faire. Et contre Spivak, on peut dire il aurait dû le terminer au premier round, etc., etc. C'est toujours difficile de terminer quelqu'un qui veut pas se faire terminer. Ah oui. Et pour moi, Spivak, à partir du premier, il savait que voilà, il y a plus trop il y a plus grand chose à proposer, tu vois. Mhm. Et donc ce travail au corps, ce travail de sape au fur et à mesure, euh, ouais, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que. Moi, je trouve ça très bien. Ah ouais, moi je trouve ça superbe. Et par rapport à Spivak, le fait d'avoir vu ce combat en bord de cage, vraiment, je pense que les gens, avant d'affronter Cyril, se rendent pas compte de sa vitesse. On sait qu'il est rapide, mais ils se rendent pas compte à quel point sa Mm. précision, la qualité de ses déplacements. Et je pense que tu rentres dans la cage, tu crois que tu vas réussir à casser la distance sans trop de difficulté. Par conséquent, l'amener au sol et l'amener dans ton monde. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une distance à parcourir pour casser la distance qui est extrêmement compliquée à couvrir, surtout face à quelqu'un d'aussi mobile, quelqu'un qui te contre quand tu essayes de rentrer, qui fait mal quand il frappe. Je pense que Cyril, on oublie de dire que il n'a pas le knockout power sur une frappe, mais ça pique à mon avis quand il touche, Mm. même avec son jab. Et voilà, ça l'a sorti directement du combat. Je pense que Spivak, vraiment, il est venu avec un game plan. Il s'est fait toucher 2-3 fois. Il a vu que Cyril était toujours très loin, indisponible. Et il a très vite compris que ouais, il fallait juste pas trop se faire finaliser au premier round, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vite devenu son objectif du combat, je pense. Mm, mm, mm. Ouais, je suis d'accord. En termes de faiblesse, pour Cyril, on est sur le même côté que Volkov, quoi. C'est lutte défensive, grappling. Oui, bon, on peut supposer, hein. Moi, j'ai noté ça. J'ai noté qu'il était plutôt unidimensionnel, même s'il a montré des belles choses, hein, au sol et en lutte. Enfin, à un moment donné, il faut s'accorder à dire que c'est un striker et que de toute façon, sur ce combat,
J'ai du mal à le voir chercher Ouais. à se transformer en lutteur, tu vois. Bah, l'un comme l'autre, on a vu un Cyril qui a tenté 2 amener au sol dans le premier et deuxième round, je pense, du premier combat. Moi, je sais même pas si c'était des vraies tentatives, c'était peut-être un peu pour changer la dynamique, pour rajouter quelque chose à son arsenal offensif contre Volkov. Oui, bah écoute, je pense que s'il y a une ouverture d'une mise au sol et puis qui peut s'installer en demi-garde pour utiliser ses coudes, c'est des choses qu'on pourrait voir, hein, Mhm. clairement. Mais de là à être proactif pour la mise au sol et de se dire, Ouais. bah, Volkov, je vais le lutter, le grappler, je ne pense pas que Ouais. ça sera le game plan, tu vois. Ouais, voilà, donc on sait que d'un côté comme de l'autre, c'est là où il y a les gros axes d'amélioration, mais c'est pas pour la préparation de ce combat-là, Hmm. ça doit pas être leur focus principal, je pense. Maintenant, effectivement, quand tu rentres dans ce combat, tu as une vision à long terme. Tu sais qu'après, ben, c'est le titre, soit contre Aspinall, soit contre le vainqueur Hmm. Aspinall Jones, s'il y a une unification. Ouais, à un moment, tu sais que tu vas devoir travailler là-dessus parce que ça va être exploité par l'un ou par l'autre. D'ailleurs, Ouais, comme Aspinall l'avait exploité contre Volkov, Jones l'a exploité contre Cyril Gane. Donc, dans tous les exactement. cas, l'un comme l'autre doit peut-être déjà commencer à penser à continuer à bosser là-dessus. Et j'y continue à bosser là-dessus parce que je pense sincèrement que Cyril a beaucoup bossé là-dessus depuis sa défaite contre Jones, notamment sa capacité à tenir cette distance et à empêcher l'adversaire de trouver une ouverture pour casser la distance. Mais voilà, ça reste, ça fait partie des faiblesses, quoi. Ok, Effectivement. il nous reste un facteur X du côté de Cyril Gane, je trouve. C'est l'absence de Marseillaise. Sur ses 4 derniers combats, Cyril, il a gagné que lorsque le public chante la Marseillaise. Et en parlant de Marseille, cet épisode vous est présenté par Onae, notre fidèle sponsor qui nous aide à sentir bon grâce à ses savons faits à la main à Marseille. Ok. Remplis de bons ingrédients actifs, t'as vu le lien, pas mal, hein. Ouais, Attention, ouais. c'est pas pour les fragiles, les gars. Donc c'est que pour les gars solides, pour les meufs solides. Rendez-vous sur notre lien en description. Profitez de 10% avec le code FM10. Si vous attendez vendredi, pour le Black Friday, c'est la première fois qu'ils le font, le Fuego Loco, qui est une édition limitée, sera en liquidation totale à 5 € tout rond, maintenant qu'il fait froid dehors. Je peux pas vous le montrer parce que moi je l'ai grillé, le Fuego Loco. Mais c'est pas mal à mon avis, quand il fait froid dehors, tu le prends, ça te donne un peu chaud dans ta douche. C'est sympa. Alors, parlons du premier combat. Ouais, on peut, ouais. Alors, ce qui a bien marché pour les deux, je trouve, c'est le seul point commun, les low kicks, d'un côté comme de l'autre. On a 40 sur 49 qui ont touché pour Cyril Gane, 56 sur 62 pour Volkov. Les stats ne mentent pas. C'est pas que j'ai pas l'impression que d'un côté comme de l'autre, ça faisait partie de ok, je vais arriver à un TKO par low kick, mais à un moment, ça cumule. Ça a bien fonctionné, donc je pense que d'un côté comme de l'autre, ça peut rester dans la stratégie. Du côté de Volkov, j'ai l'impression que c'est le seul truc de positif qu'on a relevé de ce premier combat. Il a eu quelques moments précis où il a trouvé un contre, ou alors il a mis Cyril sur le pied arrière pour combiner. On s'est dit, ok, il y a peut-être une ouverture, mais il n'a pas vraiment capitalisé dessus. Je sais pas si toi, tu te souviens de quelque chose de positif pour Volkov en dehors de ça dans le premier combat. Bah, les 3 premières minutes, je trouve que Volkov est assez agressif et trouve un peu plus ses ouvertures, mais je pense que bah, c'est normal. Il était face à un Gane qui a un peu laissé passer Ouais. le entre guillemets l'orage, vraiment entre guillemets. De positif, non, je pense que moi personnellement, je pense sincèrement il s'est un peu grillé au premier round. Si vous regardez vraiment son visage et puis le retour de Cyril dans les dernières minutes, d'ailleurs au niveau de la décision des juges, c'était 2 juges pour Cyril, 1 juge pour Volkov, et je pense que oui, le juge qui a vu Volkov au premier round s'est rappelé des 3 premières minutes. Ouais. Des 3-4 premières minutes. Moi, à la fin du premier round, il y avait des arguments pour le donner à Volkov, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, je me rappelle parce que j'ai revu le combat et je voyais les codes de Paris en début de deuxième round, c'était even. C'était un pick-em. Donc, ça indique un peu que les bookmakers aussi voyaient ce premier round comme pouvant pencher d'un côté comme de l'autre dans la balance. Ouais. Et voyaient ce premier round comme quelque chose qui n'indiquait pas spécialement
la direction dans laquelle allaient partir les 4 suivants. Exactement. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il a un travail, et je pense qu'il l'a fait, un travail sur son cardio, Mhm. malgré des combats qu'il a fini assez rapidement. Mais contre comment Contre il s'appelle, Pavlovich, il fait un bon 3e round. Hein. contre Pavlovich, moi je l'ai trouvé très très performant sur les 3 rounds, très concentré, pas de fatigue accumulée. Mhm. Mais notamment parce qu'il a géré entre guillemets ses rounds, parce il n'a pas cherché à rentrer à la bagarre, à faire plus que ce qui était nécessaire de faire. Alors, il y a eu un truc avec le poids chez Volkov. Donc, contre Cyril, il combat à 120 kilos. Il reste dans ses alentours pour le combat suivant contre Tibura. Il est à 119,3 kilos. Mhm. Quand il combat contre Aspinal, il est à 114. Donc, il descend quand même de 5 kilos. Hein. Même pour un poids lourd, c'est pas rien. Et puis, depuis Aspinal, il fait que monter, je pense. Donc, 114 contre Aspinal, 116 contre Rosenstruck, 117 contre Romanov, 119,3 contre Tuivasa, et il est redescendu 117 contre Sergei Pavlovich. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de lié à sa préparation physique qui fait que on est plus confiant sur lui, sur la durée? Parce qu'effectivement, une de ces défaites dont tout le monde doit se souvenir, c'est il est Derrick parti Lewis. pour une masterclass contre Derrick Lewis. Mhm. Et il se fait bêtement surprendre à 20 secondes de la fin parce que il fait 2 fois le même enchaînement, il s'est contré 2 fois de la même manière, sauf que la deuxième fois, ça l'éteint, quoi. Ouais, je pense que effectivement, on peut s'attendre, et donc ça c'est sur le Factor X, à avoir un Volkov prêt sur 5 rounds et plus performant sur du long terme. Ouais. Ouais. Ouais, et puis ici, c'est 3 rounds en plus, le combat. Donc, Ah oui, c'est 3 rounds. ouais, parce que c'est ni main event ni co-main event. Oh. Je suis allé vérifier hier avant de préparer le podcast et je me suis dit, tiens, Franchement. je me demande si initialement, quand c'était prévu, c'était prévu pour octobre, hein. Ah ouais. C'était prévu pour Initialement, octobre, et c'était je en me demande 5. si en octobre, sur l'UFC 308, je sais même plus. Je sais plus Et si puis ça a là, été prévu à un moment sur 5 rounds ou pas, mais ici, en tout cas, sur Tapologie, c'est référencé en 3x5. Il y a Dites-nous en commentaire si le truc Tapologie, à et donc discuter, nous, on se trompe, mais... c'est la cage, hein. Ça va être leur premier affrontement. C'était dans la petite cage, non? Ouais, c'est à l'Apex, ouais. C'était à l'Apex, ça aussi, ça va jouer, hein. Donc il y a 2 gros changements hors de leur contrôle, on va dire, par rapport au combat. C'est que effectivement celui-ci sera dans une plus grande cage et ce sera sur 3 rounds plutôt que 5. Ah ouais, ça change beaucoup de choses, moi, je trouve. Ah Alors, pour moi, le 3x5, ça avantage clairement Volkov. Clairement. Ouais. Ouais, avant... Ah, si. Oui, mais enfin, il faut nuancer, tu vois. Ça avantage Volkov, c'est pas ça non plus qui change toute la donne et qui rend Volkov favori. Mais c'est moins pire pour Volkov que son Oui, 3 enfin, rounds quand je dis en clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de... Ça veut pas dire... je dis pas largement, ça va l'avantager largement, tu vois. Mhm. Clairement, c'est... Voilà. Qui ça avantage d'être en 3 rounds? Pour moi, c'est Volkov. Oui. Et Plus facile de prendre 2 rounds sur 3 que 3 rounds sur 5. voilà, sur ce genre de profil. Par contre, que la cage soit plus grande, pour moi, c'est un avantage clairement Cyril, tu vois. Et donc, ça va être... Ah ouais, 3 rounds, je trouve ça nul, ça m'énerve. Mais bon, je pense qu'après, voilà, pour le public, c'est toujours mieux. Je pense qu'on va avoir un affrontement un peu plus sportif. Par contre, en fait, par rapport au... Je trouve ça nul, mais de l'autre côté, il y a un argument qui, selon moi, est assez solide pour me motiver à regarder cette revanche. C'est le premier combat avait un certain rythme, et cette revanche, on peut facilement voir une revanche qui se produit exactement de la même manière avec un Cyril Gane qui est juste significativement meilleur que Volkov en pied-point, et qui lui permet de naviguer vers une décision de nouveau 50-45 ou 49-46 sans trop de difficulté, sans mettre le pied sur l'accélérateur. Ici, le fait que ce soit en 3 rounds, peut-être qu'on a un Volkov qui va être beaucoup plus, j'ai pas envie de dire agressif, mais beaucoup plus volontaire à prendre ce premier round, et donc on aurait un Cyril qui serait directement face au mur dans le deuxième. Alors que si tu es sur 5 rounds et que Volkov prend le premier, ma foi, tu peux encore perdre un des 4 suivants. Ouais. Ah ouais, pour moi, ça change tout, hein. Et donc, sur l'appréciation du public, je pense que le 3 rounds est plus intéressant que le 5 rounds.
Ah ouais, clairement. Moi, je trouve que sportivement parlant, enfin, on y perd un petit peu, parce que moi, Ouais. à partir d'un certain niveau dans le top, surtout pour des contenders, je trouve que le 5 rounds est vraiment le format adopté. Mais pour le Mhm. public, ouais, 3 rounds, je trouve que elle a un peu plus de valeur, elle m'intéresse un petit peu plus en 3 rounds, tu vois. Dans le Ouais, sens voilà. spectacle et dans le sens, euh, ouais, on va pas avoir le même combat, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis à 100% d'accord. En fait, tu as vraiment le pôle spectacle, l'appréciation publique, c'est mieux en 3 rounds. Si on est vraiment sur l'esprit purement sportif, le vainqueur a probablement son title shot derrière. Bah, 5 rounds est plus intéressant parce que même si les deux ont déjà combattu en 5 rounds par le Mhm. passé, ça reste intéressant de continuer à prendre cette expérience. Même si, voilà, potentiellement que le prochain adversaire, c'est Thomas Spinal qui a déjà dû se préparer sur 5 rounds, mais qui a jamais dépassé, enfin, qui a fait que un round à l'UFC, sauf Mhm. une fois, il a fait 2 rounds et c'est tout, quoi. Mais par contre, je pense qu'à partir du deuxième round, la question de la lutte pour Gann pourra se questionner, tu vois, dans le game plan. Je pense que Offensivement, tu veux dire? si... Hein? Offensivement, tu veux dire? Ouais, offensivement, ouais. Je pense que s'il a l'ouverture de soulever les hanches de Volkov et de le mettre au sol, il prend un round facilement en restant au-dessus et en le tapant, quoi. Hmm. Sans Ouais. trop s'épuiser. Ouais, et puis c'est vrai que quand tu es dans le troisième round, dans le combat en 3 rounds, bah, tu sais plus facilement estimer ta jauge d'énergie qui te reste et tu peux facilement te dire, Mm. ok, je peux partir sur une amenée au sol. Et même si ça réussit pas, il me reste 3 minutes derrière, par exemple, ou 4 Ouais. minutes derrière, peu importe quand tu tentes, je serai capable de gérer le troisième round debout Mm, si mm, ça mm. mène à rien. Mais tu vois, quelque chose de très opportuniste, hein. Ouais. Il arrive, il a cassé la distance, il a poussé Volkov à la cage, il descend dans les hanches, il soulève et, euh, et il finit son round de dessus en train de le frapper avec un Volkov qui tente de se relever. C'est des choses que je vois beaucoup plus facilement dans un 3 rounds, tu vois. Ouais. Mm, Et dans ce mm, mm. contexte, ça veut dire qu'on est à 1-1 à l'entrée du troisième, parce qu'évidemment, si c'est déjà 2-0 pour Cyril, il n'y a pas spécialement l'intérêt, mais voilà, ça peut se... Oh, tester un petit peu son niveau au sol, ça peut. Ah oui, prendre l'expérience en combat, ouais. Ouais, voir un petit peu ce que ça donne. Imagine qu'il l'étrangle. Imagine qu'il l'étrangle, tu vois, que Volkov se prend une pluie de coups, qu'il lui donne le dos et que Cyril Gane l'étrangle. Bah, ça relance quand même bien la hype sur le niveau au sol, sur Ouais. un potentiel combat contre Aspinal. Euh, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour marquer les esprits, ça peut être une bonne idée. Je propose Mm, qu'on revienne du coup maintenant sur ce qui a été négatif du côté de Volkov dans le premier combat. Ouais, Moi, en vas-y alors. premier lieu, quoi ça? Vas-y, je t'écoute. Donc toi, tu as déjà noté le cardio ou la gestion d'énergie. Moi, c'est vraiment son positionnement. Dans le deuxième round, il y a un moment, c'est incompréhensible. J'ai regardé 2, 3 fois, j'étais là, enfin, il y a aucune logique derrière. Il a le centre. Cyril est un peu sur le pied arrière. Cyril Mhm. fait rien du tout. Il n'est pas en train de feinter, il n'est pas en train d'attaquer, il fait rien. Il est juste, il sautille. Et il fait littéralement 3 pas vers 3 mètres, pas 3 pas, 3 mètres vers l'arrière, sans raison apparente, et il, Mhm. il se retrouve dos à la cage. J'ai revu et j'ai dit, mais il n'y a aucune raison, il est vraiment au centre, et puis il recule, 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 mais d'un coup, quoi, vraiment d'un coup, il se met dos à la cage. Euh, je pige pas. Alors là, j'ai revu quelques combats de Volkov. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il a des approches différentes, et même sur son positionnement. On en a parlé, contre Pavlovich, il se met plus sur l'extérieur, contre Tuivasa, il est plus en maître et il prend plus le centre. Est-ce qu'il a fait une très mauvaise analyse de Cyril en se disant je vais l'avoir en travaillant de l'extérieur? Je sais pas, mais pour moi ça c'est vraiment la grosse erreur de toute l'entièreté du combat, c'est que Volkov a trop laissé Cyril prendre le centre, il a pas assez mis la pression et contre un Cyril Gane qui justement fait le meilleur de son taf quand il s'est installé dans le combat, quand le combat est structuré et quand lui a le centre, Mhm. c'est un très mauvais choix. Bah, c'est possible aussi il a pas conscience réellement de tout ça, tu vois. Tu as des combattants comme ça Ouais. qui vont combattre un petit peu par instinct. Donc, il est très très bon sur son striking, sur les différentes distances. Il est un peu bon partout, mais euh, il n'est pas très conscient de l'importance de certaines choses. Donc, de temps en temps, il dit tiens, c'est bien, je vais mettre un peu de pression. Il va varier. Mhm. C'est peut-être ça, hein. On en a déjà parlé, hein, la question de la gestion de la distance, la gestion de l'espace, c'est une compétence, en tout cas pour moi, hein, qui est fondamentale.
On en avait parlé avec Albazi. Albazi qui est sur son striking, il a rien d'exceptionnel. Et par contre, s'il réussit à prendre le centre et à cadrer, c'est là où il devient très bon. Il est arrivé jusqu'au top. Il est combien, numéro 3, tu vois? Ouais. Mais effectivement, quand il a en face de lui quelqu'un qui gère très bien aussi son espace, voire mieux, eh bien là, une fois, il devient inexistant, tu vois. Ouais, en fait, est-ce qu'on peut appeler ça une compétence invisible? Tu vois, il y a les compétences visibles, c'est ton niveau en pied-point, ton niveau en lutte, ce genre de choses. Et puis les compétences, je vais pas dire invisibles parce que voilà, on en fait une analyse, mais dont on parle moins souvent. Ton positionnement, ta gestion de l'espace, tes déplacements. Ouais. Réfléchissez à ça. Combien dans le club ou en tant que pratiquant ou en tant que combattant, combien travaillent dans un espace avec une sorte de reset de position. Donc tu fais ton enchaînement et tu reviens au centre à chaque fois, tu vois. Combien travaillent sur le déplacement. En club, bah, c'est très très compliqué de le faire parce qu'on est énormément sur le tatami. Et puis après, quand tu t'entraînes tout seul, bah, tu fais ton shadow. Peu importe l'endroit, t'es pas en train. Enfin, est-ce qu'il y en a parmi vous qui mettent des plots pour faire l'espace d'une cage et à chaque fois se replacent au centre ou je suis pas sûr, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on travaille en soi. Donc certains, hein? C'est effectivement peu travaillé. Non, c'est effectivement peu travaillé. Et donc c'est une compétence. C'est peut-être pas le terme invisible, mais inconsciente parfois. Ouais. Et quand elle est conscientisée par les combattants, eh bien, je pense que ça les fait basculer de l'autre côté du niveau, tu vois. Ouais, parce que ça a clairement une haute importance. Quelqu'un qui cadre bien, ou à l'inverse, hein, c'est pas spécialement celui qui met la pression qui va prendre un avantage. Hein. Quelqu'un qui absorbe très bien, ça peut être un gros avantage, ça peut même être le facteur clé qui définit qui gagne dans un combat. Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors ici, sur les analyses, ça fait partie. Mais j'ai vraiment l'impression que le combat aurait pu être vachement différent avec un Volkov beaucoup plus conscient et beaucoup plus volontaire à mettre Cyril sur le pied arrière, à lui laisser moins d'espace. Surtout dans cette petite cage, tu l'as dit. Le fait que ce soit dans une grande cage, par défaut, ça avantage mieux Cyril Gane parce que il se déplace beaucoup, il a besoin de cet espace. Et là, ils étaient dans une petite cage et Volkov n'a pas du tout profité de ça. Non. Donc c'est un facteur X, je suis pas sûr qu'il en ait à conscience, tu vois. Ouais. On verra. Je suis pas sûr qu'il le fera à nouveau, qu'il s'est dit effectivement mes déplacements, mes positionnements, c'est du boulot, il faut avoir des coachs qui s'en rendent compte, il faut avoir un travail qui est fait, notamment à l'entraînement, où tu es dans la cage et tu reprends à chaque fois ton centre. Enfin voilà, oui. Après, il faut se mettre à la place de Volkov. Tu vas revoir ton premier combat contre Cyril. Quelle est ton analyse en disant ok, j'ai perdu parce que et je pourrais gagner si. Pour moi, un des premiers éléments, donc comme tu l'as dit, c'est ne pas fatiguer. Il y a que lui qui sait dans quel état il se sentit à partir du deuxième round. Mais il doit se rendre compte que le positionnement n'a pas joué en sa faveur. Et puis il reste la question du volume. En quelque sorte, comment est-ce qu'il réussit contre n'importe qui d'autre que Cyril, à peut-être quelques exceptions près, à faire en sorte que son adversaire ait un volume bien plus faible que le sien, et contre Cyril, ça n'a pas fonctionné. Exactement. Du côté de Cyril, moi j'ai noté 3 trucs principaux qui ont bien fonctionné en plus des low kicks. Son jab, qui a, comme très souvent, été vraiment excellent. La gestion des échanges et de l'espace automatiquement, puisque c'était négatif chez Volkov. Je trouve que Cyril avait une grosse prestance dans la cage, bon positionnement, il savait quand reset, comme tu le dis, quand mettre la pression, et le choix des accélérations. On entendait Fernand qui arrêtait pas de lui dire accélère, et au final, Cyril choisissait à quel moment il accélérait. C'était peut-être à une exception ou 2 exceptions près, opportun, au bon moment. Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre. La variété des frappes aussi, qui a, à mon avis, perturbé Volkov. À un moment, il y a des middle qui passaient, il a tenté un genou sauté. Il y a son sorte de snap kick, là, tu vois. Le crescent kick, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas du tout comment... Les commentateurs étaient perdus, ils savaient pas comment l'appeler. C'est comme un slap, ils disaient, ou back-end with the foot. Back-end, back foot. Ils ont dit ça vraiment. Mais d'ailleurs... Mais c'est pas un crescent kick?
C'est pas comme ça que Peut-être. ça s'appelle? Volkov l'a placé hein, contre. Volkov l'a utilisé hein, C'est marrant, hein, ceux qui prennent une technique dans la contre poire et Pavlovich. puis qui cherchent à l'utiliser. Bah, c'est en garde ouverte, c'est nous on l'utilise. Enfin, moi je l'utilise beaucoup. Je le fais travailler aussi, surtout pour les gauchers sur les contres. Et j'ai failli m'en prendre un au sparring la dernière fois avec un élève. Eh Ça bah, s'appelle alors Crescent Kick. C'est ça que tu je dis? pense, ouais, là, je viens de Google Crescent Kick, ça vient du karaté. Et ouais, les petites images que je vois, c'est vraiment ça. C'est un high kick que tu viens taper avec le coup de ton pied, quoi. Et donc, si tu envoies ton high kick du droit, ça va pas toucher la partie gauche de ton adversaire, ça vient fouetter la partie droite de ton adversaire. Donc, tu passes la center Ah ouais, line d'accord. et tu kicks de l'autre côté en soi. Hum, hum. Je me rappelle de Samy de chez nous qui aimait bien envoyer ça, mais en mode low kick. Ah ouais, t'as raison. Et il y a Il eu un aimait bien ça. KO au Cage Warriors avec cette technique-là. Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas Hum, Non, c'est pas CLD qui a mis ça, Christian de Luca. Un gars qui lui ressemble, je crois. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais je me rappelle, ouais, il y en a un qui est passé incroyable. La position, tout, enfin, vraiment Ça incroyable. me dit quelque chose. Hum, Ouais, hum. vraiment. Ouais, c'est ça, je l'ai là. Et effectivement, ils appellent ça Crescent Kick. Justin Barry, il Ah s'appelle. ouais, 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 oui, je me souviens. Justin Barry. Et regardez-le, ce KO-là. Il est, ouais, Crescent Kick, c'est bien ça. Il est incroyable. Et ça, moi, je trouve que c'est une arme à utiliser. Et moi, je l'utilise aussi pour le corps. Hmm. Parce que là, c'est à la tête, mais vous vous venez claquer au corps rapide. Ouais, ça met des KO au foie. Faut aller vite. Ouais, faut Comme aller ça. vite, hein. Par contre, faut entraîner le bien au sac avant de l'essayer au sparring parce que Oh sinon, je non, pense que. quand je dis faut aller vite, dans le sens où non, en garde ouverte, ça passe très très bien. Au moment où l'adversaire envoie un jab, c'est le moment où l'envoyer. Et faut aller vite dans le sens, faut pas chercher à frapper fort, tu vois, il y a Ah oui, pousser. oui. Faut vraiment claquer pour que l'onde de choc aille jusqu'au au foie. Et Bah, c'est pas un ça- mouvement qui te permet de vraiment mettre tout ton corps ou toute une rotation de ton Non, corps non, dans non. la frappe. Donc, c'est pas quelque chose qui va être effectivement fort. C'est quelque chose où tu dois capitaliser sur la vitesse et euh, Sur la surprise. ouais, la surprise, le côté Mm. inattendu pour, pour mettre un KO ou pour vraiment ennuyer. Ah ouais. Qu'est-ce Non, qui m'a ça touché marche là? bien. Ouais. Mais moi, je te rejoins. Pour venir à Cyril, moi, j'avais marqué ça sur. Je pense qu'il doit faire la même chose et j'avais marqué qu'effectivement son cadrage, ses jabs étaient très bien. Mhm. Et, et je vois pas trop. Enfin, comme je le disais, s'il doit rajouter quelque chose, ça peut être sur les mises au sol. Euh, Ça pourrait être intéressant sur un 3 rounds de rajouter ça pour pouvoir le dominer dans tous les domaines, Volkov, et puis continuer à prendre son énergie, tu vois. Mhm. Ouais, et en négatif, il n'y a pas grand-chose en soi. Franchement, comme je le disais en intro, je voulais pas discréditer la victoire de Cyril en disant que Volkov a pas fait un beau combat. Cyril a fait un très très beau combat. Mm. Euh, voilà, peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on a dit, quoi. Il avait vraiment le combat en main. On sentait qu'il voulait faire quelque chose de plus, et donc sa gestion du risque a diminué à certains moments. Bah, Ouais. ça lui a rien coûté. Donc voilà, si tu veux faire le combat parfait, ben, on doit pouvoir le regarder en disant ah ben là, il y avait aucune ouverture. Il y en a eu à 2-3 moments parce Mm. qu'il a voulu un peu ouvrir son jeu, mais on va vraiment pas critiquer ça. Ça montre aussi qu'il était très confiant dans le combat. Ok, parlons game plan du coup. On va commencer par l'ami Volkov. Il doit changer quelque chose pour obtenir la victoire, ça c'est sûr et certain. Donc moi je vais dire ce que je dis de base quand on affronte Cyril Gane, hein. Soit on le lutte pour gagner, Mhm. comme en fait ces deux défaites c'est notamment à cause de la lutte, hein, Ngannou Mhm. et John Jones. Personnellement je pense pas que Volkov ait le skill set pour reproduire ce qu'ont fait Jones et Ngannou. Ouais. Soit on doit trouver un chemin debout. Et selon moi ça nécessite de réduire la mobilité de Cyril Gane. Et ça se fait avec 3 axes. Les low kicks, le cadrage et casser le rythme avec du cage control. Mm. Ouais, je suis d'accord. Avec du cage control, avec du clinch, oui. Ouais. La pression. Ouais. Dans le cadrage, Quand je dis hein, cadrage, j'imagine, évidemment, ouais. ça inclut un jeu en pression. Ouais. Pression cadrage, moi c'est ce que j'ai noté. Est-ce que il a quand même la longe
J'aimerais bien le voir utiliser ses jabs. Peut-être pas toujours à la tête, tu vois, parce que la tête est difficile à obtenir. Ça peut être au corps. Ouais, tu vois, dans les bras, dans les épaules, tu vois, frapper gêné, quoi. Ça peut être intéressant. Ouais, mais d'ailleurs, statistiquement, ça reflète ce que tu dis, hein. Il a envoyé 148 frappes à la tête, il n'y en a que 41 qui ont touché. Alors Ça en qu'au fait, hein. corps, il est à 18 sur 31. C'est pas ouf, mais statistiquement, c'est mieux. mieux. Et aux jambes, évidemment, 56 sur 62. Alors, s'il n'a pas réussi à capitaliser dessus en 25 minutes, j'ai du mal à le voir en 15. Mais encore une fois, les low kicks peuvent être l'élément qui font la différence sur une décision d'un combat compétitif. Donc, il doit l'utiliser. Mais je pense clairement que l'axe numéro 1, ça sera le cadrage et la pression. CQFD, la seule fois où on a vu Cyril réellement en difficulté debout, quand il prend son knockdown, le seul knockdown qu'il a pris, c'est contre Tuivasa. Il était sur le pied arrière, il était derrière la ligne noire. Ouais. Et Ça, si on veut vraiment analyser cette séquence qui est assez bizarre, c'est Tuivasa qui reste dans la poche, vraiment. Je pense que ça, c'est peut-être un élément contre Cyril Gane. Il est très bon, il engage très bien, il sait contrer, il sait combiner, mais il n'y a pas spécialement cette excellente capacité dans la poche. J'ai pas l'impression que Cyril aime rester dans la poche. Ça fait pas partie. Enfin, tu vois, ça. Je dis pas qu'il est mauvais, il est peut-être bon là-dedans, mais ça fait pas partie de son jeu. Il a un jeu plus in and out. Ouais. Il va pouvoir contrer de temps en temps quand toi tu rentres, et il va plutôt chercher à te toucher, sortir, de temps en temps combiner. Il a très bien fait d'ailleurs contre Volkov avec de beaux uppercuts en combinaison. Mais par contre, voilà, si tu arrives à créer une dynamique où quand lui combine, tu viens pour combiner, et quand il essaie de reset, tu l'attaques, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait connecter par Tuivasa, qui est beaucoup plus petit que lui. Ouais. Il se fait connecter parce que Tuivasa envoie un gros overhand au moment où il essaye de reculer et ses deux pieds sont joints. Ah oui, oui. Mais je pense que ce sera difficile à reproduire. Par contre, ce qui peut être reproductible, c'est Cyril, voilà, dès que ça arrive très très proche, dès qu'il y a un danger, il va descendre la tête, donc ça passe très bien. Il a des esquives où il baisse la tête et puis la frappe passe au-dessus, tu vois. Ça arrive très régulièrement. Et ça, par contre, c'est des indicateurs où quand tu rentres, plutôt que de viser la tête, tu viens viser au corps, tu vois, au niveau du buste. Et comme tu le dis souvent, hein, tu vises où la tête sera. Et donc sur une baisse, bah, si tu vises dans le corps, tu prends la tête. Hein. Ouais. Ça, c'est et des au choses pire, qui s'il baisse pas la tête, tu fais une Alex Pereira, ce qui peut être exploitable par la suite, quoi. Alex Pereira qui très souvent vient pointer son jab juste au-dessus du sternum, quoi, vraiment là. Et ça peut provoquer, s'il baisse pas la tête, bah, il va baisser la garde à partir d'un moment et ça crée des zones. Ouais, donc moi je pense que c'est des zones de frappe, tout le haut du corps, donc sur les jabs comme tu as dit pour faire descendre la garde, pour bousculer un petit peu et gêner la possibilité de kicker. Et puis s'il casse la distance, pas aller chercher des coudes parce qu'il risque de donner son dos. On a vu un Gane, il va descendre, ce qu'on appelle, il va faire un duck, tu vois, un duck under, il va passer en dessous. Et par contre, garder un peu plus de distance et aller chercher des sortes d'uppercuts ou de crochets au corps sur toute la zone au niveau du torse qui permettrait... Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Moi, je me rappelle avoir fait sparring avec un boxeur pro et j'étais passé une fois en dessous une frappe, tu vois. J'ai envoyé mon jab, j'avais fait mon roll under comme ça. Je dis, c'est bon et tout. Il avait pris directement sa distance. Et au deuxième, je passe. Et plutôt que je passais sous le check hook la première fois, tu vois. Ouais. Et là, il avait fait un check hook, mais pour viser mon épaule, quoi. Donc, c'était où était ma tête. Et ouais. Bon, non, ça va. Mais, mais après, je vais plus passer par là. Donc, mais justement, tu vois, c'est ça le truc. T'as ton truc, tu penses que ça fonctionne, tu réessayes, le gars ajuste. Et après, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? C'est, ben, je peux plus utiliser cette technique. Et donc, ça va limiter progressivement ton arsenal technique utilisable pendant le combat. Et puis, à partir d'un moment, t'as quasi plus d'armes et c'est là où tu deviens lisible. Ouais, ça ajuste très très vite. Ou alors, tu vois, quand t'arrives, tu mets l'adversaire vraiment proche de la cage. Tu sais qu'il va vouloir descendre pour s'accrocher. Donc, tu vas envoyer par exemple un 1 et tu vas faire un uppercut plexus. Ouais. Et une fois sur deux, c'est la tête que tu prends parce qu'il descend sa tête, tu vois. Ouais. À ce moment-là. Et donc ça, je pense que Volkov doit l'avoir dans son jeu. Ouais. Et encore une fois, tu vois, c'est un exemple que tu cites quand l'autre est dos à la cage. Donc je pense que vraiment le point clé, c'est son positionnement dans la cage. Du côté de Cyril,
bah, il n'y a pas grands ajustements à faire. Alors, est-ce qu'il doit anticiper des ajustements de Volkov et travailler autour de ce qu'il a potentiellement ajusté, ou alors il doit venir avec quelques surprises, ou bien ouais, il part du principe que son style habituel est suffisant. Moi, je pense que son style habituel est suffisant. D'ailleurs, je pense que les bookmakers ne le voient pas faire des ajustements et le voient favori. Ouais. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense par contre que qu'il aurait, en 3 rounds, qu'il aurait un vrai intérêt à surdominer le 2 et 3, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de dire pour Volkov, mais je pense que c'est très important pour lui de prendre le 1. Très Ouais. très important pour lui de prendre au moins le 1. Mettre Cyril face au mur à partir du 2. Et je pense que Cyril lui donnera vraiment la possibilité de prendre le 1. Ouais. Comme il est Même assez parce qu'il y a prudent. toujours cette question, tu vois. Ils se connaissent, ils ont déjà partagé la cage pendant 25 minutes. Donc il y a potentiellement moins ce besoin d'observation, de lecture au premier round. Ouais. Mais malgré tout, ça peut être une erreur de se dire, ok, je le connais, je vais rentrer plus vite dans mon combat que d'habitude. Cyril est quelqu'un qui a ce besoin quand même de sentir le timing de son adversaire, les déplacements, la distance. Et donc je pense qu'effectivement, il va rentrer dans ce combat de nouveau en mode, ok, je prends mes premières secondes ou mes premières minutes pour un peu avoir mon read, et puis je déballe mon jeu. Ouais. On pourrait vraiment avoir ce truc-là, hein. Il va, ouais, comme tu l'as dit, les 3 premières minutes, et après s'exprimer un peu plus. Je pense qu'il doit exploiter un peu plus ses déplacements latéraux, Cyril. J'aimerais le voir. Sur le premier combat, on entend hein, le célèbre angle mort, tu vois, Ouais. où il se déplace en fait vraiment sur les 45 degrés fermés entre guillemets de Volkov. Moi, j'aimerais le voir un peu plus exploiter ça, mais quitte à changer de garde. Parce que là, il part vraiment sur un déplacement, mais en restant dans la même garde, tu vois. Ouais. Donc, il est un petit peu juste en distance. Mais tu peux faire exactement ce déplacement et dans ton changement de garde, gagner vraiment beaucoup de distance. Ouais, et Cyril est l'un des rares poids lourds à être capable de faire ça. Ce déplacement Ouais. avec un changement de garde. Ouais. Donc ça, j'aimerais un peu plus. On pourrait aussi le voir peut-être un peu plus sur les stop kicks, tu vois. Il a Ouais. pas beaucoup exploité. Non, et pourtant, quand il les a exploités, ça a bien marché. Il y en a un en fin de 2e ou 3e round. C'était vraiment. J'ai eu l'impression que c'est juste. Je sais qu'il reste une seconde. Tiens, prends ça dans ton genou, tu vois. Et c'est super bien passé. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mais surtout sur se déplacer plus en latéral, tu vois. Ouais, d'autant plus que si on part du principe qu'on a un Volkov qui va potentiellement vouloir mettre plus la pression, anticiper ça en se disant, ok, dans ce combat-là, je vais utiliser plus de mouvements latéraux, bah tu précasses un peu un des ajustements majeurs de ton adversaire. Ouais. De se déplacer pour la défense et puis le classique où tu vas partir sur du latéral une fois, 2 fois et après contre-attaquer dès que l'autre essaie d'avancer. C'est des choses. Je le vois pas vouloir trop rentrer sur les jabs parce que je trouve que les jabs quand même de Volkov sont rapides et il touche bien. Hein, Ouais. Vu la tête au carré qu'il a qu'il a fait à Pavlovich la dernière fois. Ouais, c'était vraiment beau. Franchement, la performance de jab là, de Volkov contre Pavlovich, c'était très très propre. Ouais. Moi, il y a un truc aussi que j'ai noté. Cyril a beaucoup envoyé dans le début de combat et moins vers la fin le cross au corps, le 2 au corps. Et 1, ça fonctionnait bien. 2, ça provoquait un pari très très long de Volkov. Il allait chasser très très bas. Donc grosse ouverture sur le high kick. Et donc moi ce sera je tease mon prono, mais j'ai envie de me mouiller sur il va envoyer son cross au corps plusieurs fois, il va voir que l'ouverture sur son high kick gauche est là et finish par high kick gauche. Il faut que ça passe un jour, il faut que ce prono passe un jour là. Ouais, et après je regardais, tu vois, je me dis Cyril, il a pas envoyé beaucoup de high kick gauche dans sa carrière. Il a déjà envoyé un spinning wheel kick à la tête de Ngannou. Il a envoyé ses crescent kicks contre Volkov. Il envoie beaucoup de middle du gauche. Et là, il pourrait aussi capitaliser sur des cross au corps, des middle au corps. Et puis, à un moment, fin de 2e round ou quoi, sortir ce high kick sur une feinte de cross au corps. Je pense que ça peut vraiment bien passer contre Volkov. Ah ouais, bon, il est grand aussi en face. Ouais, ça va. Et si t'arrives à faire un crescent kick à la tête de Volkov, tu sais faire un high kick classique. Non, t'as besoin de moins de souplesse hein, pour le Ah ouais, c'est vrai, ouais. T'as besoin de moins de souplesse. Ça va aller.
Tu l'envoies à la le show, tu bascules tout ton corps Ouais, sur ouais, le c'est côté vrai. pour pouvoir mieux lever ta jambe. Non, faut voir, ou un middle, ça peut peut-être passer aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on l'oublie en fait, hein, quand tu chasses, bah Ouais. ton bras se tend, donc le coude monte, et donc Mm, mm, mm. on pense toujours quand le gars chasse, bah tu fais 1-3 au visage ou cross high kick à la tête, mais en fait le corps s'ouvre aussi sur le fait que quelqu'un chasse. Donc ouais, le cross middle peut passer aussi. Mm, mm, mm. Ouais, bah écoute, donc toi, c'est ton prono alors? Ouais, bah justement, je pense que ça fait une bonne transition, sauf si tu avais quelque chose d'autre pour Cyril en termes de stratégie. Non, je pense pas. Ok. Bah, comme je disais, hein, moi je pense que s'il y a des ouvertures pour mettre au sol et au-dessus, il doit les exploiter. Je vois quand même Cyril être supérieur au sol face à Volkov. Mhm. Et je pense je pense qu'il y a un chemin possible pour lui de victoire ici aussi. Ouais, ce serait beau en tout cas. Mm, Alors, mm, selon notre sponsor Unibet.fr, Cyril est à 1,35 contre 3 tourons pour Volkov. C'est un 70-30 pour le français. Je t'avoue Mhm. que je m'attendais à plus séparer. Je m'attendais, hein, donc la cote que je donne, c'est 70-30. Je trouve ça totalement justifié. Mais vu qu'il y a eu un premier combat, et on a l'impression même dans les commentaires qu'on reçoit que le narratif c'est oh, il lui a déjà roulé dessus, ça va être la même, Mhm. blablabla. Cyril a plus évolué que Volkov depuis leur première rencontre en plus. Donc, euh, et quand tu regardes le premier combat, bah, la tournure du combat, ça reflète plus un 80-20, tu vois. Donc le 70-30, moi ça me paraît juste, parce qu'encore une fois, il y a cette complexité du fait que Cyril, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire, alors que Volkov, si. On s'attend à ce que Volkov les fasse. Volkov a été plus actif depuis. Mhm. Il a cumulé plus de victoires aussi. Des adversaires plus Sur les victoires ouais. ouais, enfin, je pense un peu meilleur, tu vois. Bah, sa victoire contre Pavlovich est effectivement Pavlovich, voilà. meilleure que les 3 victoires de Cyril depuis leur première rencontre. Ouais, bah c'est surtout sur la dernière année, et quand tu te prépares pour un Spivak et d'un côté et tu te prépares pour un Pavlovic, c'est pas la même mentalité. Ouais. Euh, ouais, il y en a un qui a fait son combat de chauffe et l'autre qui était vraiment sur un combat de challenger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est une approche différente. Alors que maintenant, Cyril re-rentre dans un combat de challenger et j'espère vraiment qu'il l'aborde de cette manière-là, parce qu'on Ouais, pourrait ouais, bien partir sûr. du principe où j'ai déjà battu facile, mais je pense pas que ce sera ça. J'espère que non. Mais voilà, ici, c'est Mm, vraiment un combat de challenger. Peu importe ce qui s'est passé dans le premier combat, pour moi, il doit voir ça comme un nouvel adversaire qui est le gars juste derrière lui au classement. C'est le 2 contre le 3. Tu abordes le mm, combat de cette manière-là. Et voilà, il faut vraiment du sérieux. Effectivement, du côté de Volkov, c'est retourner dans une préparation similaire à celle qu'il avait faite en juin dernier. mm. Donc c'est vrai que Volkov a été très actif aussi par rapport à Cyril depuis 3 ans, quoi. Ouais, ouais, clairement. Donc ton prono? Je dirais Cyril par décision. Ouais. Surtout que c'est en 3 rounds. Je vois, ouais, Cyril par décision. Par contre, je trouve que le combat me paraît un peu plus serré. Je, je pense que 70-30, c'est assez sévère quand même. Ah, je suis content Je, d'entendre ça. hein? Je suis content d'entendre ça. Donc c'est plus serré Enfin, que 70-30 selon toi. ouais, je pense ne pas être le seul à penser que Volkov reste un combat piège, quoi. Et Ça l'a été voilà. pour Pavlovich, hein. Il y a peu de gens qui voyaient Volkov Bah, passer voilà, hein. Pavlovich. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pas Donc du tout la même dynamique, ça je vous l'accorde, mais je vois quand même un combat un peu plus serré. Maintenant, je vais faire confiance. Enfin voilà, si tout le monde est capable de dire que c'est un combat piège et de s'en rendre compte, j'imagine ouais, que Cyril s'en est rendu compte aussi et que son camp aussi, tu vois. bien sûr. Donc à partir de là, non, je le vois favori clairement, mais je pense que Volkov a quand même les armes, a montré qu'il était dangereux, et pour moi, c'est pas un Gan Spivak qu'on a. Non, du tout. Ouais, C'est il faut vraiment un vraiment le combat prendre. challengeant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un petit facteur X dont on n'a pas discuté, qui peut faire un peu basculer vers ce 70-30. C'est, bah voilà, ils étaient supposés combattre l'un contre l'autre en octobre. Hmm. C'est Volkov qui est la raison pour laquelle ça a été décalé sur blessure. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Sa préparation a été un peu coupée, Ouais, alors peut-être, ouais. que Cyril a pu continuer sa préparation sans Hmm. blessure publique en tout cas. Donc encore une fois, facteur X, la définition, c'est on doit spéculer sur. Et donc Hmm. ici, voilà, il y a ce petit fait. Le combat a été décalé pour blessure du côté de Volkov.
Donc on peut avoir une petite spéculation sur le fait que Volkov, sa préparation a été coupée à cause d'une blessure, avec revalidation potentielle derrière, etc. Alors que Cyril, on part du principe que lui, il a continué à se préparer juste pour 2 mois plus tard, quoi. Ouais. Un mois et Bah demi. oui, je suis entièrement d'accord. Voilà. Bon, évidemment, ici, en termes de préférence, je pense que... Enfin, je vais pas parler pour toi. Moi, je préfère aussi une victoire de Cyril. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que Cyril, sur une victoire contre Volkov ici, est convaincante. J'ai envie de le voir contre Thomas Spinal après, quoi. Ouais, bah oui, hein, je crois que c'est ce qu'on attend tous. Je pense qu'on est tous d'accord déjà qu'avant on aurait souhaité le voir contre un autre type d'adversaire, notamment un grappleur, tu vois. Ouais. Mais oui, bah moi je préférais qu'il gagne clairement et un combat contre Espinal serait top. S'il prend pas Espinal, j'aimerais bien le voir contre le Brésilien là, Almeida? contre Almeida, ouais. Ouais. Je pense qu'il est au-dessus, mais je pense que c'est important dans le narratif de prouver qu'il est au-dessus et de prouver que donc voilà, qu'il n'a pas peur d'aller face à des grappleurs, tu vois. Ouais, maintenant, la force du vainqueur de ce combat, je pense que il va se positionner comme unique contender pour un certain temps. Donc, même s'il y a une unification des titres entre Jones et Aspinall, j'ai du mal à voir un autre contender couper l'herbe sous le pied du vainqueur de ce combat. Et je pense que le vainqueur de ce combat pourrait attendre, et on sait très bien que Cyril est capable d'attendre, vu qu'il l'a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière. Donc voilà. Mais on est d'accord. Brian, un tout grand merci à toi. Les amis, Grand merci à toi aussi. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.